13 mai 2025, bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Je suis avec Pascal et dans cet épisode, on va parler des cibles potentielles pour le Canadien de Montréal au repêchage 2025. On a divisé ça en quelques catégories, donc on va vraiment aller cibler certains joueurs en fonction des possibles besoins de l'organisation. On va parler des 2 choix de première ronde, mais aussi des 2 choix de deuxième ronde. Donc, on rappelle aux gens qui écoutent, le Canadien a 4 sélections dans le top 50 cette année. Donc, on va aller cibler des joueurs en particulier pour le Canadien de Montréal. On a séparé ça en quelques thèmes, quelques sous-sections, si on veut. Puis, je commencerai rapidement. En fait, je veux savoir, Pascal, selon toi, les cibles les plus probables. Les quelques joueurs, puis je sais qu'on va en nommer d'autres dans les prochaines catégories, mais lesquels t'apparaissent les plus probables pour être sélectionnés par le Canadien au repêchage 2025? On va commencer par les 2 choix subséquents en première ronde. C'est plus dur de dire les plus probables en deuxième ronde. Fait qu'on va se contenter. Non, mais tu peux y aller avec des concepts. En deuxième ronde, tu peux y aller avec des concepts puis nommer des noms après ça. Aujourd'hui, on va en nommer environ 35. Non, mais les joueurs de deuxième ronde, je pense que les catégories qui s'en viennent vont être plus ciblées pour ces joueurs-là, parce que c'est dur de dire c'est vraiment probable que le CH aille chercher tel joueur en deuxième. Ben, oui, ouais. Ça pourrait se dire, en fait. Quel joueur en deuxième ronde pourrait cibler le CH? Parce qu'on sait comme pas comment le board il se développe, là, mais... Non. Écoute, les plus probables, tu sais, tout le monde a ce nom-là en tête pour le Canadien de Montréal en milieu de deuxième ronde, en milieu de première ronde, c'est-à-dire Justin Carbonneau. Tout le monde a ça dans la tête. Là. C'est un Québécois, oui, mais c'est parce que c'est le potentiel qu'il présente. Il y a un bon potentiel comme dirait un certain podcasteur, un des podcasts les plus populaires, un gros potentiel de surperformer son choix de sélection. C'est exactement ça. Et si je parlais de Snake, c'est exactement ça que Carbonneau est. Dans le fond, il y a un gros potentiel de vraiment peut-être un plus qu'un choix au 16e rang, c'est-à-dire un choix potentiellement le 10e meilleur joueur de cet encamp-là. On a parlé de toute l'année, tous les podcasts en parlent de Justin Carbonneau. C'est un ailier. On peut l'appeler un ailier quand même de puissance. Pas nécessairement assumé à 100% pour le moment, mais il coche beaucoup de cases pour la Ligue nationale de hockey. Il a un gabarit avantageux quand même. Il s'en sert surtout pour se créer de l'espace, pas nécessairement pour démonter ses adversaires le long de la bande devant le filet, mais il se crée de l'espace pour son tir. Puis même s'il ne réussit pas nécessairement à créer la séparation des fois par la force, là, mais ses mains sont assez élites pour, avec ses changements d'angle, l'exploitation au niveau des écrans, puis des petits trous entre 2 jambes ou à côté d'une jambe ou un bâton de défenseur pour cacher ses intentions au goaler, pour cacher le release. Une des bonnes caractéristiques d'un marqueur de but, c'est de cacher le release. Vraiment le moment où la rondelle quitte ton bâton. Puis Carbonneau est vraiment bon là-dedans. En plus, son tir est précis, son arsenal est diversifié et vraiment puissant. Il y a un des très, très, très bons tirs du repêchage et même des derniers repêchages. Tir sur réception, tir des poignets, de proche, de loin. C'était pas le meilleur, très, très proche du gardien. En fond, pour une petite spoon du revers top net, mais c'est quand même très, très bon. C'est dans le premier tiers du repêchage quand même. Donc, pour marquer des buts, ce gars-là, il y a tous les outils. Que ce soit du patin aux feintes, à la puissance du tir et à juste la façon de se placer. La création de jeu, c'est pas toujours top, parce qu'il crée beaucoup de jeux pour lui en utilisant ses pions. En utilisant ses coéquipiers. Il va créer des jeux pour lui. Mais ça, Caulfield fait ça, Suzuki fait ça, tous les joueurs font ça dans le national de hockey quand ils marquent des buts. Tu crées des jeux pour toi-même ou pour attirer les joueurs à toi, pour libérer quelqu'un, parce que le monde s'attend tout à ce que tu tires, mais tu peux quand même utiliser ça pour
exploiter les tirs de tes coéquipiers. Fait que, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille aussi là-dessus, Carbonneau, c'est-à-dire exploiter sa réputation dans la ligue, exploiter son profil pour en faire profiter ses coéquipiers. Mais tu sais, c'est encore un jeune joueur dans une ligue pas faible. Tu sais, c'est une bonne équipe, mais je trouve qu'elle a très bien performé. Peut-être pas en série, mais ça, le coach a payé le prix, là. Peut-être pas nécessairement mérité, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Défensivement, essayer d'améliorer toute la saison, je trouve, au niveau des replis, mais aussi de l'implication, moins attiré par la rondelle, meilleur bâton, utilisé en piqué aussi, de plus en plus au cours de la saison. Puis, si tu as ton meilleur joueur non-stop sur la glace, c'est une bonne affaire, que ce soit en piqué, en power play ou bien à 5 contre 5. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Puis, tu sais, il y a vraiment un profil polyvalent qu'on ne sait pas quel bord qu'il va prendre. C'est un peu ça que j'ai répété toute la saison concernant lui. Il est plus développé en gars d'énergie avec un très bon tir. Un gars qui est très robuste, un attaquant de puissance, c'est ce que j'espère. En fait, on espère tous qu'un espoir devienne un attaquant de puissance. C'est tout ça qu'on veut, mais des fois, il priorise un peu trop le talent puis ils ne le deviennent pas. Mais je trouve qu'il s'est vraiment développé de plus en plus cette saison en ça. Fait preuve un peu des fois de frustration, ça glace. On a plusieurs à soulever le problème, dont Simon Saint-Laurent. Sa vidéo est vraiment bonne concernant Justin Carbonneau sur sa chaîne YouTube. Il l'a exposé un petit peu, c'est des fois de frustration, un peu d'égoïsme, mais il défend une affaire aussi que Seb, dans notre équipe, a souligné à plusieurs reprises. C'est-à-dire, c'est un gars qui va défendre ses coéquipiers à 100%. Après le sifflet, ou même sa glace, il va défendre n'importe qui, il va se battre avec n'importe qui, pas nécessairement un fight, parce que dans la JMQ, c'est pas l'idéal de se battre, mais il recule devant personne. Puis ça, je pense que ça va être aimé par les équipes de la nationale de hockey, surtout par les Canadiens. Par rapport à ces réactions, Pascal, on est-tu plus dans le type de réaction qu'on voyait dans le cas de Justin Poirier ou c'est plus des réactions d'un gars qui est compétitif sur la patinoire puis qui veut réussir? Ouais, compétitif, qui se fâche pour... un gars qui a probablement pas dominé toute sa carrière, mais quand il était jeune, il a toujours été un peu plus talentueux. Fait que quand ça marche pas à sa manière, ça peut y jouer dans la tête, puis il l'extériorise souvent en criant ou bien en donnant des coups de bâton, en frustrant après la porte de la bande. Ça va arriver. Je sais pas si j'en ai parlé dans un podcast ou si j'en ai parlé juste en interne ici, mais j'étais allé voir avec les Saguenayens, j'étais allé voir, c'était sur place, pas sa galerie, mais j'étais vraiment en bas avec mes deux garçons qui gossaient, puis mes parents. Puis il ratait des jeux, il ratait pas d'échapper à rondelle là, en transition, là, puis tu l'as entendu, c'est vraiment maudit, c'est vraiment fâchant après lui-même, mais ça donne tellement du gaz à l'autre équipe, puis aux partisans aussi, parce qu'on t'a tout entendu, dude. Fait que ça, faut qu'il arrête. Tu donnes trop de prétextes à l'autre équipe de te déconcentrer. Fait qu'il y a ça, mais ça, c'est de la maturité. Ça se règle. Si c'est un bon kid, ça se règle. T'sais, on parle pas ici de mauvaises décisions en dehors de la glace, là. C'est juste un gars compétitif que ça marche pas des fois comme il veut sur la glace, puis ben il perd patience. Je pense qu'il avait fini genre avec 2 buts, là, fait que il a quand même dominé. Mais c'est des petites affaires là, à corriger si on veut. Est-ce qu'il va se rendre, selon toi, Pascal, au 16e rang? La LHJMQ n'a pas tendance à être priorisée par les équipes. Donc, il y a des bonnes chances, je pense, qu'il soit disponible, vu que c'est un ailier aussi. Donc, il y a quand même des bonnes chances qu'il soit disponible. Une autre équipe qui pourrait se tourner vers lui, Anaheim, évidemment, mais il repêche genre 10e. C'est un peu tôt pour prendre un Carbonneau, selon moi. Tout dépend du board, là, on ne sait jamais. Mais je crois qu'il y a des fortes chances qu'il soit disponible au 16 ou 17. Sinon, au 17e rang, 16 ou 17, mais dans ce duo de sélection-là, est-ce que tu aurais un joueur des plus probables que tu verrais pour le Canadien? Ben, ce serait facile de dire Carter Bear. Parce que on l'aime tout le monde l'aime, tout le monde le veut dans son équipe, Carter Bear. Puis il y a eu une blessure au talon d'Achille, il y a eu une lacération assez graphique. On n'a pas vu de sang, rien, mais la séquence, quand tu le regardes, là,
t'as mal pour lui. Sérieusement, là, tu voyais la frustration, de la douleur, il essayait d'enlever son patin, puis tu voyais que ça devait tirer puis déchirer en dedans. Ça devait pas faire mal, ça devait pas faire du bien, hein, évidemment. Mais je crois que cette blessure-là va le faire chuter de quelques rangs. Il était déjà fringe top 10. Il a un talent top 10. Il a tout ce que tu veux. Chez un compétiteur, chez un espoir, il va se rendre dans le show. À quel point il va être bon dans le show, c'est là qu'on peut se poser des questions. T'sais, au niveau de l'offensive, il n'était pas le IQ qu'on veut. Il y a eu une drop. J'ai bien aimé le post de Jérôme Bérubé sur Twitter. Je pense que c'est lui qui l'a fait, là, mais il a retweeté quelqu'un, je ne me rappelle plus, qui exposait la production offensive des espoirs de début de la saison au 1er janvier, la CHL, et du 1er janvier jusqu'aux séries, ou bien à la fin des séries. Puis Carter Bear avait vraiment une drop après le 1er janvier. Ça peut arriver à n'importe qui, puis là, ben, il s'est blessé. Fait que, ça a été problématique. Fait que je pense que sa fin de saison pourrait le faire dropper malgré toutes ses qualités. C'est un gars excellent dans les deux sens de la patinoire. Il lâche jamais. C'est un gars rugueux. Il porte très bien son nom, on le dit très souvent. Il a un tir aussi correct, mais c'est plus un gars qui va profiter, dans le fond, des rebonds, qui va, mettons, faire dévier les tirs, puis il va se placer aux côtés du gardien de but là, pour vraiment utiliser son tir, prendre les rebonds et tout. Donc, il y a vraiment un style qui sied bien à la Ligue nationale de hockey. Le problème, c'est sûr, c'est pas le plus gros gabarit. Donc, est-ce qu'il va être capable d'avoir le même genre de style dans la Ligue nationale de hockey? C'est là qu'on peut se poser des questions. Mais je doute pas vraiment. Je souhaite le voir avec les Red Wings, là, pour le voir avec Branson Nygaard et Casper. Ce serait vraiment mon rêve de voir ce trio-là de petits gars rugueux qui n'ont pas nécessairement un potentiel offensif incroyable, mais qui ont un gros potentiel de te faire suer dans ta zone. Là. Donc, tu sais, en échec avant, l'anticipation, tout est vraiment là, bon en transition aussi. C'est juste la créativité qui n'est pas tout le temps là. Puis, tu sais, je pense pas qu'il y ait un potentiel de 70 points ou 80 points. Fait que c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il pourrait chuter en bas du 10e rang. Mais j'ai beaucoup peur. J'ai très peur aux Red Wings. Que je pense qu'ils pourraient aller le pogner. Parce que c'est vraiment ça qu'ils prennent de ce temps-ci. Là. Ils prennent vraiment ce profil-là. Est-ce que la blessure va leur faire peur? Des bonnes chances. Mais il y a peut-être Brady Martin qui va lui permettre de le faire chuter Bear. Fait que on va le souhaiter. Parce que j'aurais bien nommé Brady Martin, mais il va sortir de top 10. On va en parler plus tard, d'après moi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il va sortir plus tôt. Là. Deuxième ronde, y a-tu là un... Mettons, si on y va, ils ont 2 sélections CH. Y a-tu 2 joueurs que tu verrais potentiellement glisser puis que le CH les pogne en deuxième ronde? Comme je l'ai dit, j'ai plusieurs noms. Pardon. J'espère fortement. En fait, il y a 2 noms que j'espère qu'ils glissent, puis que le Canadien va être capable de pogner. En fait, j'ai plusieurs noms, mais il y en a 2 principaux que j'espère. Il y a Shane Vinsagi, qui joue dans NCAA, dans le fond, qui est un gros bonhomme. Très bon patin en ligne droite. Ce que j'aime beaucoup des joueurs qui sont rugueux comme Vinsagi, c'est quand ils n'ont pas peur d'utiliser d'utiliser leur gabarit, dans le fond. Ils ne sont pas gênés d'utiliser, de dominer l'adversaire. Puis au pire, que si l'offensive ne vient pas à leurs 17 ou 18 ans, ça va pas long, je vais pogner mon fil. On va faire comme à la radio, là, on va faire une pub pendant ce temps-là. Donc, l'épisode est une présentation de Barbe Noire. On va se faire couper par YouTube. Ouais, c'est ça. Vinsagi. Il y a un excellent lancé. Très, très bon autour du filet, dans le fond, pour ramener le jeu au filet. Très bon pour simplifier l'action. Transition. Il s'est amélioré tout au cours de la saison. Pris beaucoup confiance en cours de saison. Au niveau de la possession de la rondelle, puis de faire voyager le disque. Défensivement parlant, il n'était pas dans une équipe qui faisait énormément confiance au début de la saison, mais tu as vu qu'il a vraiment pris des galons dans l'alignement à mesure que la saison avançait. Puis il a été excellent toute la saison. Est-ce qu'il pourrait sortir en première ronde? C'est fort possible, mais il n'y a tellement pas d'offensive. Il n'y a tellement pas démontré d'offensive que
la misère à croire que quelqu'un va aller chercher. Mettons que ça pourrait arriver, là, mais au 41e, il pourrait être encore disponible. Si je voudrais vraiment nommer un nom, tu sais, Josh Anderson. Je trouve que c'est la comparaison la plus facile parce que de cette année, pas de l'année passée, ni de celui-là qui a marqué 30 buts. Là. Mais ligne droite, ça impose. C'est ce que je voudrais qu'il devienne, puis c'est déjà ce qu'il fait. Donc, c'est ce qui me plaît chez lui, c'est-à-dire, il est déjà willing de jouer cette game-là, éreintante, pour lui et pour l'adversaire. Donc, je trouve qu'en deuxième ronde, même s'il n'y a pas le talent le plus élevé, je trouve que c'est une bonne sélection qui va jouer dans le show. Ben, au moins à Laval, mettons, très rapidement. C'est plus rapidement que Lokutok, mettons, ou de Jason Struble. Donc, c'est pas aussi rapidement que les Knudsen, mais entre les deux. Donc, là, il serait repêché dans NCAA, donc il resterait 3 ans pour le signer. Mais je pense qu'une autre saison NCAA, puis il pourrait probablement déjà venir à Laval, ou une autre saison, donc 2 saisons de plus après son repêchage, puis après ça à Laval, puis on verra. Donc, Shane Vinsagi, c'est quelqu'un qui est assez connu, là, c'est pas une carte cachée, là, mais ça serait un bon dunk, je crois. Ça va être intéressant de suivre Vinsagi parce que il joue à Michigan State, puis on ne sait pas encore si Zach Howard va être échangé, s'il va revenir pour une autre saison dans la NCAA. S'il n'est pas échangé par le Lightning, ben il va rester en NCAA, il va être échangé. Isaac Howard dans cette équipe-là avec Charlie Stramel, puis il y a Caden Lindstrom aussi qui va se joindre aux Spartans de Michigan State. Fait que ça pourrait être pas mauvais quand même au niveau du développement de Vinsagi. Et aussi, ça va être tannant au niveau de la robustesse, au niveau des gros bonhommes dans cette équipe-là, avec un petit Howard qui va se promener partout. Là. Ça sera pas c'est ça. Non, ça serait quand même assez intéressant là, comme top 6, comme top 9 dans l'équipe de la NCAA. Difficile à affronter toute la saison, puis en série. Là. Ça serait pas dégueu, mais avec Lindstrom surtout. Là. Yes, je vote oui. As-tu un autre joueur que s'il glisse, t'aimerais que le CH cible en deuxième ronde? Oui, ce serait David Betkowski, le défenseur droitier de 6 pieds, genre 4, 6 ou 5, là, je ne me rappelle plus. Pas nécessairement le plus rapide, le plus fluide sur patin, mais il bouge quand même bien pour sa grosseur. Excellent en transition pour amener la rondelle vers l'attaque, pour exploiter ses coéquipiers. Une petite tendance aussi à exploiter la deuxième vague, donc mettons qu'il se joint à l'offensive. Il a vraiment une bonne vision pour identifier le trailer, dans le fond, pour là, y envoyer. Puis des fois, ça va être lui, le trailer, donc pour utiliser son tir. Pas nécessairement un tir incroyable, mais assez lourd, je vous dirais. Puis il était bon pour les tirs-passes aussi. Parce que c'est bien beau, là, détruire la baie vitrée en arrière, mais si tu fais juste toucher à la vitre en arrière avec ton gros lancer, ça sert à rien. Donc j'aime bien ça, les défenseurs qui sont capables de viser bâton, ben viser ses coéquipiers, un coéquipier bien placé, là, de libérer à côté du net. Ça, je rajouterais à ton point, Pascal, Logan Mailloux. Quand tu as parlé de détruire les baies vitrées, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Ouais. Logan Mailloux a passé la saison à viser les baies vitrées et à vouloir montrer qu'il avait tombé un coup de canon dans son bâton. Et présentement, il joue son meilleur hockey. Ce sont les mots de Pascal Vincent. C'est aussi ce que je vois de lui chez le Rocket. En pas le plus éclatant, mais le plus pro. Exact. Puis le plus gros ajustement, puis Jess serait là, elle confirmerait, c'est ce qu'on a observé de son jeu, c'est lancer, des lancers plus bas, des lancers pour créer des rebonds. Puis il a marqué un but justement sur un lancer bas également. Puis tout juste avant, il a failli en marquer un en première période sur un lancer qui était bas aussi, qui a donné un rebond pour les joueurs devant le filet. Fait que c'est ça. C'est une chose d'avoir un gros lancer, mais c'est un art d'être capable de le contrôler pour faire des bonnes choses qui vont avoir un impact sur le jeu. Oui. Ah, je suis 100% d'accord. Puis Betkowski, ce qui est de plus que Mailloux, c'est qu'il est réellement physique. Donc, domine l'adversaire physiquement par la 5, force. J'espère, par exemple. Par la force. Il y en a plusieurs qui ne le sont pas. C'est pas grave. Bon, Reach aussi avec son bâton, donc il couvre bien les lignes de passe. Il va s'impliquer dans le fond de zone, en avant du net. Il va être assez agressif aussi. A une petite tendance à... Les brain farts, ça arrive à n'importe quel défenseur
qui joue en défensive, mais tu sais, ça va être son pain et son beurre de défensive. Donc, je pense que c'est pas un projet qui va être aussi rapidement chez les pros, mettons, dans le national de hockey. Je pense qu'il faut prendre un peu plus de temps. Mais je le trouve vraiment safe pour une troisième paire. Un choix de deuxième ronde qui est une troisième paire, c'est une réussite. Okay, vraiment une réussite. Là. Surtout avec ce profil-là que tu pourrais développer en gars robuste de troisième ligne. Tu sais, Jacky, repêché en fin de première ou début deuxième, c'est une réussite quand même parce qu'il est dans le show. Tu sais, c'est pas un espoir qui est un joueur qui est aimé par tout le monde, très polarisant, mais il demeure une réussite, peu importe où tu le repêches, parce qu'il est dans le show et capable de jouer là. Tu sais. On va sur Jacky, je pense que c'est pas une bonne journée pour Matt. Mais c'est ça, tu sais, c'est un défenseur, je pense, qui serait quand même assez intéressant là, pour les Canadiens de Montréal, surtout s'ils vont chercher 2 attaquants en première ronde. OK, passons dans les catégories maintenant, Pascal. Ça peut être autant des joueurs à aller chercher en deuxième ou en première ronde. Là, fait que on aura simplement à le spécifier. On est l'organisation du Canadien de Montréal, Pascal. On est assis à la table avec Kent Hughes et Kent Hughes nous mentionne j'ai besoin d'un joueur. On l'a vu en série présentement, c'est physique. Ça me prend des joueurs rugueux. Pascal, quelles sont tes cibles pour un joueur rugueux en fonction des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey? Donc, un joueur rugueux pour les séries, ça prend souvent du gabarit. Donc, tu sais, dans le mock draft qui est en ce moment sur toursurhockey.com, j'ai Carbonneau et Braden Coots. Braden Coots, c'est un centre milieu d'alignement, d'énergie, mais de 6 pieds. Donc, il a beau être gros, si tu vises quelqu'un qui va jouer sur ta deuxième ligne dans la série au niveau du centre, ou au centre, ou peu importe, là, c'est peut-être pas un gars à cibler, mettons. Mais ça demeure un bon choix. Jack Nisbet est un autre joueur qu'on peut penser, mais il n'est pas assez rugueux. Donc, je name drop pas, mais je fais juste dire le cheminement. Hey, j'ai même sorti une feuille puis du crayon. Hey, pour l'occasion. Des notes dans un cahier Canada, une première au TSLH podcast. C'est un cahier Spirail, un Spirail Roy. C'est rare que je fais ça, là, c'est tout ça dans la tête d'habitude. Mais là, tu sais, c'est ça. On a nommé Brady Martin tantôt, j'aimerais bien ça, mais je pense qu'il va sortir plus tôt. Donc, si Kent Hughes, il me dit ça, tu sais, qui qu'on devrait cibler? Un joueur rugueux de série, tu sais, oui, il est quasiment le même gabarit que Coots, c'est peut-être un peu plus gros, mais il est plus fort, tu le vois déjà, il est plus fort, athlétiquement parlant aussi. Je dirais, ben, faut que tu t'avances, t'ailles chercher Brady Martin. Ça serait ça, mais c'est pas le but de l'exercice, là, mais c'est ça. Donc, si j'avais vraiment nommé un c'est gars bien rugueux, de le spécifier pareil. Ouais, c'est ça, exactement. Le gars le plus rugueux de ce repêchage-là, il y a Cashan Eckerson, que je crois qu'il va être disponible à ce rang-là, peut-être un peu plus tôt, mais c'est pas vraiment ce défenseur gaucher, donc cible du Canadien. Je ne crois pas que ce sera une cible du Canadien, parce que justement, c'est un défenseur gaucher. Ils ont déjà Gouley, ils ont déjà Hudson, c'est pas un gars rugueux Hudson, mais bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Matheson, même si Matheson va probablement partir. Donc, c'est le gars le plus rugueux de ce repêchage-là. C'est genre un papier sablé de 30 points, okay, pour ceux qui connaissent ça. Là. Donc, je l'écarte, lui, parce que il a beau être rugueux, c'est pas une cible à mes yeux. Donc, au niveau de la rugosité, pour le 16 ou 17e rang, ce qui est plate, c'est que il y a un joueur que moi, j'apprécie pas nécessairement énormément, mais qui rentre exactement dans ce qu'on pourrait nommer de rugueux ou qu'on projette comme rugueux, c'est Malcolm Spence. Je sais qu'à l'interne, Simon Servant, le plus haut, et il apprécie beaucoup. Il a droppé dans beaucoup de listes. Vraiment, vraiment beaucoup de listes. Mais ça fait longtemps qu'il est suivi, ce gars-là. Vraiment longtemps qu'il est suivi. Il a joué pour Erie, dans le fond, dans la même équipe que Matthew Schaefer. Ça a été difficile pour l'équipe sans Matthew Schaefer, même s'ils ont quand même gagné des games. Là. Mais surtout pour Malcolm Spence, qui était un peu tout seul à l'offense. Comme espoir de vraiment haute qualité, à son année de repêchage, ça a été difficile. Mais son profil, c'est quoi? C'est un attaquant de genre 6 pieds 2, très athlétique, qui montre des flashs de jeu physique.
et qui manque un peu de IQ, qui manque un peu de créativité ou de savoir quoi faire avec la puck. Mais il se place vraiment bien. Puis il a énormément de qualité à 1 contre 1 pour aller récupérer les rondelles quand il se donne. C'est ça le problème. c'est vraiment le gros problème. Mais à cet âge-là, si tu as un talent vraiment évident offensif, en plus de la rigosité, tu te ramasses top 5. C'est vraiment ça. Là. Fait que tu sais, si j'avais à nommer un gars de milieu de première ronde qui remplit ce profil-là, c'est sûr qu'il va y avoir des petits drapeaux rouges, sinon il serait plus haut que ça. Donc j'aurais à te nommer Malcolm Spence, qui est un choix un peu beige, parce que je le projette comme un 3e trio, mais s'il se développe vraiment au niveau de la rigosité, on peut travailler sur son tir qui est excellent aussi, donc il se place bien sur la glace, mais ça peut quand même être un gars complémentaire de 2e trio, qui joue avec des gars talentueux. Vraiment, là. Il est capable de jouer avec Schaefer, ce gars-là, puis de produire parce que justement, il se place bien, il s'impose physiquement, puis il se crée de l'espace. Puis au niveau athlétique, rapidité, il est là aussi. Donc, oui, beige, mais les Canadiens, ils adorent le beige. Ils adorent énormément le beige. Puis l'année passée, ils ont fait un choix à Demidov qui n'était pas beige. Fait que ils vont se reprendre cette année. Fait que je pense que Spence, ça serait une cible évidente pour les Canadiens de Montréal 16-17 dans ce profil rugueux-là. C'est d'autant plus pertinent parce que Malcolm Spence va jouer l'année prochaine avec les Wolverines de Michigan, formation qui accueille actuellement Michael Age. Yes. Fait qu'on serait peut-être tenté justement d'aller chercher un futur coéquipier avec celui qu'on projette, selon plusieurs, comme le 2e centre d'avenir du Canadien. C'est une affirmation que je suis peu en accord, mais encore, encore faut-il qu'ils apprennent les rudiments de l'implication. Si on veut. En tout cas, on regarde les séries, puis Michael Age, s'il ne développe pas son implication, puis on n'embarquera pas dans le débat. Non. Mais on l'a vu en série, là, Michael Age ne suivrait pas présentement dans les séries de la Ligue nationale. Michael Age, c'est un gars qui était beaucoup lié à Jack Eichel dans son repêchage. T'sais, au niveau des habiletés, il n'y a pas le compete de Jack Eichel, il n'y a pas le talent offensif incroyable de Jack Eichel non plus. Mais au niveau du style de jeu, ça y ressemble beaucoup. Puis c'est un bon kid aussi, une bonne tête sur les épaules. Puis les lacunes de Age sont les forces de Spence, puis vice-versa. Donc, je pense que le fit est naturel. Puis, j'ai oublié d'en parler dans mon préambule. Mais oui, je pense que ça serait quelque chose qui prioriserait. Je crois même pas qu'il à talent égal, ça n'existe pas. S'il existe entre 2 joueurs comme lui ou Jack Nesbitt, mettons. J'adore Jack Nesbitt. Même si j'adore Jack Nesbitt, mais 16-17, avec la saison qu'il y a eu, c'est peut-être un peu haut. Spence, 16-17, c'est un peu bas par rapport à ce qu'on pensait l'année passée, mais sa saison, le temps vers le bas. Fait que les deux ont des petites points d'interrogation. Fait que tu peux te poser la question, si Spence, c'est pas nécessairement un centre. Nesbitt, oui, mais Spence, en plus, s'en va dans la même équipe qu'un de tes prospects, que tu le vois probablement à long terme ensemble. Profil complémentaire. Je pense que le fit est là. Donc, c'est vraiment un point positif, je pense, dans son camp, dans les pros et les cons. Là. Je pense que le fait qu'il s'en aille là est positif. Un petit joueur rugueux en terminant cette catégorie-là pour cibler en 2e ronde. Disons qu'on veut aller chercher cet aspect-là un petit peu plus loin. Il y a plusieurs noms que moi, j'apprécie pas nécessairement Nestrasil ou bien Prokhorov, là, quand je flash avec un accent européen du Lac-Saint-Jean. Nestrasil ou Prokhorov. Mais je vais dire Vostech Chihash ou bien Chihar, C-I-H-A-R. J'ai fait un profil de lui plus tôt dans l'année. On a parlé, je pense, dans... Vous pouvez le lire sur The Hockey Writers. Non, c'est pas vrai. Peut-être, j'ai fait mon profil là, très tôt. Mais non, je pense pas que c'est lui qui l'a fait, parce que je pense que le profil est là, mais c'est un autre. Mais c'est pas copié. Donc, c'est un gars, c'est une boule d'énergie qui a joué en République tchèque toute la saison dans la meilleure ligue et très physique,
termine ses mises en échec, base beaucoup son jeu sur sa rapidité. C'est un gars excessivement rapide, avec un bon gabarit. Je ne me rappelle pas si c'est 6 pieds 1 ou 6 pieds 2, mais excellent gabarit qui utilise avec le package gabarit rapidité, c'est tout le temps intéressant, mais en plus, il utilise son gabarit de la bonne façon sur des grandes glaces comme en Europe, où c'est pas tout le temps évident de s'en sortir physiquement parce qu'il y a trop d'espace, donc trop de possibilités pour le défenseur de s'évader. Toujours autour du filet, finit ses jeux au filet, lance énormément au filet aussi. C'est la scène internationale dans le junior. Ça n'a pas toujours été top, mais pour ces équipes non plus. C'est des équipes très défensives. Tu parles, avant que ça m'échappe, là, Pascal. Là. Oui. Shihar, c'est lui qui a mis le KO à Miroslav Chatan au championnat mondial junior. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Petit tannant. Un petit bulldog, oui. Oh, c'est ça. Il est en échec par derrière, illégal, là, mais bon. Pas grave, ça. Quand t'es rugueux, tu t'en fous, ça. Mais oui, c'est lui. Puis je trouve que le profil est vraiment intéressant pour la nationale de hockey. Oui, peut-être troisième trio. Mais encore une fois, il y a un profil pour jouer plus haut dans l'alignement pour être complémentaire. Donc, j'ai pas le choix de le nommer. Sa créativité, oui, elle est là, mais il va créer ses jeux surtout par le chaos, puis par récupérer la rondelle rapidement, puis l'envoyer à un coéquipier. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va contrôler la boîte ou qui va tout faire de l'extérieur pour ouvrir les lignes de passe. Mais peut-être que oui, en Amérique du Nord, mais pour l'instant en Europe, il n'est pas utilisé comme ça. Donc, c'est difficile à évaluer. Mais il y a beaucoup... Son jeu de base est nord-américain. Donc, sa projection est facile. Puis un choix en deuxième ronde, c'est ça que tu veux. Alright, on a parlé tout à l'heure, Pascal, de Michael H comme futur centre numéro 2, mais tu sais, il n'y a absolument rien de coulé dans le béton en ce qui nous concerne, du moins en ce qui me concerne. Je sais pas toi. Je pense qu'on est unanime là-dessus à 2. Oui, mais je l'avais 27. Je comprends sa sélection, puis je l'appuie, ça me dérange pas. J'aurais préféré Yegor Sodin, mais je comprends, parce qu'il y a quand même un bon potentiel de boom là, chez Age. On verra. Sauf que là, mettons, là, on est à la table du Canadien. OK? Kent Hughes, là, il s'est fait dire par son recruteur, ouais, cette année, Michael H, tu sais, il y a encore du chemin à faire. Je sais pas encore si ça va être un centre numéro 2 dans la ligue ou peut-être plus un ailier. J'ai des doutes. J'invente un scénario, là. J'invente une prémisse. Mais là, Kent Hughes, il fait OK, parfait, mais là, écoute, Pascal, t'es mon recruteur en chef. T'as-tu un joueur qui pourrait potentiellement devenir notre deuxième centre? Puis là, ben, tu sais, on s'entend qu'un deuxième centre dans la Ligue nationale, on ira pas chercher ça en deuxième ronde, à moins d'être vraiment chanceux. Là. Fait que j'ai l'impression que les cibles vont être un peu plus minimes. Fait que, tu sais, y a-tu ça un deuxième centre cette année au rang du CH? Ben, pas vraiment. D'assurer, là. C'est un peu la même affaire que Michael H. Dans le fond, Michael H, je vois plus comme un ailier, là. Mais il y a beaucoup de joueurs qui, on les voit quand même comme un centre. Mais est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour jouer sur une deuxième? C'est là qu'on peut se poser plus de questions. Puis, sans niaiser, il y a environ 5 candidats qui sont potentiels. Je pourrais nommer Roger McQueen pour tous ces choix-là, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est pas nécessairement... Encore faut-il qu'il descende beaucoup. Ouais. Puis, il y en a qui pensent qu'il va descendre pas mal. Mais non. Il n'y a aucun DG, je pense, en dehors du entre 10 et 12, là, qui va laisser passer ce gars-là, je crois. C'est ça. Pas mal impossible. Tu sais, mettons, souvent l'exemple, c'était ouais, Caden Lindstrom, tu sais, là, et on le voit, là, Blue Jackets, ils doivent le regretter, puis Roger McQueen, les blessures, c'est similaire à Caden Lindstrom. Mais oui, mais comme tu le dis, peut-être pas au point de passer la ligne du top 15. Non, c'est ça. C'est quand même un espoir de qualité. Là, tu peux monter. Tu peux monter. Comme je disais tantôt, Kent Hughes me dit ça, je veux vraiment un deuxième centre. Ben, va chercher Brady Martin ou va chercher Roger McQueen. Peu importe où tu peux aller chercher, dans le fond, en montant. Il faut que tu montes. Ben, il faut que tu montes. C'est ça.
dans le deuxième tiers, tu sais, Braden Coots, que j'ai parlé tantôt, il a un potentiel d'être un gars de milieu d'alignement. À cause de son énergie, sa rapidité, c'est vraiment un gars rapide. Mais au niveau offensif, c'est pas qu'il amène rien. Là. Il a produit, c'est pas pour rien. Mais il produit beaucoup à cause de son style très professionnel, très rapide, très moteur élevé. Mais quand il va arriver chez les pros, que les gars vont être aussi rapides que lui et qui ont une tête, une épaule de plus, ça va être pas mal plus tough de produire à ce rythme-là. Donc, j'ai point d'interrogation à côté de son nom. Jack Nesbitt, c'est le contraire. Il n'a pas le moteur de Coots. Il a 6 pieds 4 au niveau de son gabarit. Il a un excellent tir. Un gars qui est capable de s'impliquer au niveau de la rigorosité, mais très ligne droite. Très petit flash au niveau des feintes et tout, mais c'est pas encore assumé, on dirait, son style. Pas encore assumé au niveau de la robustesse offensive en échec avant. Il est capable, là. Il est vraiment capable de voler la rondelle, de dominer physiquement, mais il me faut une petite affaire de plus, puis il faut un jump de plus au niveau du moteur puis de l'accélération. C'est pas encore là, mais il bouge quand même bien pour un grand gars. Défensivement, il est vraiment excellent. Fait que tu sais, si tu restes 16-17, puis que tu dis je vais avec un choix safe, Jack Nesbitt, c'est pas mal ton homme. Je te dirais, là. C'est pas mal lui que tu dois aller chercher. Si tu cherches un deuxième centre, il faut être plus haut que ça. Tu sais, je pourrais nommer Ivan Ryabkin. Ça n'arrivera pas. Je pense, c'est un gars qui a énormément d'habileté, mais il a déçu toute la saison. Un peu comme, tu sais, Brad Lambert, là. C'est un gars qui a été connu pendant plusieurs années. Puis quand il est arrivé à son année de repêchage, sa situation n'était pas idéale en Liga, là. Mais Ryabkin, c'était un peu la même affaire. Il n'a pas reproduit sa saison record en MHL de la 16 ans. Il arrive ici, en USHL, ça va bien, mais pas à 100%, mettons. Ça demeure un centre, un gars très physique, avec la constance d'un Russe, là, si on veut. Là. Il est capable de dominer quelqu'un, capable d'en revirer un adulte sur ses shorts, en mise en jeu, en VHL. Mais dans USHL, c'était moins évident. Des fois, c'est plus de l'indiscipline que vraiment de la rigosité. Et il est out of shape. Son poids est trop élevé. Là. Donc, point d'interrogation. Puis je pense qu'il va dropper à cause de ça. Donc, ça serait les... mettons que j'avais nommé quelqu'un. Si tu veux rester là, Nesbitt. Si tu veux vraiment un deuxième centre plus assuré, McQueen, Martin, faut que tu montes. Sinon, mettre Cole Rishney. Tu sais, moi, là, si au repêchage, les Canadiens, ils drop ou bien ils vont chercher Cole Rishney au 17, ils vont m'acheter un chandail, c'est sûr. Et je me fais tatouer dans une joke. Je vais crier un petit peu comme j'ai fait avec Ivan Demidov. Ça a été dit, Pascal. Fait que vous connaissez Rishney, là, il a eu une fin de saison incroyable. Il était l'homme des Giants de Vancouver, pas les Giants de Vancouver, excusez, les Royals de Victoria. Ben de la misère avec ces deux équipes-là. Toute la saison, il a été le gars de ça. Et après ça, il y a Kenta Isogai qui est arrivé. Il y a une bonne chimie entre les deux. Puis avec... je me rappelle jamais de son nom, en tout cas. Ça ressemble à Tremke, mais c'est pas ça. Là. Mais, pardon, mais c'est ça. Il a produit... Je l'ai écrit hier, Tremke, en tout cas, je me rappelle jamais de son nom. C'est le numéro 22 ou 24. Là. Fait que je le regarde pas jouer, je copie. C'est un gars... je l'ai mentionné dans mes game reports de ce gars-là. Il me fait beaucoup penser à Suzuki, dans le sens que de l'importance qu'il a pour son équipe. Trembecki, c'est ça. Merci. Coucher, ça va faire du bien, au coucher. Je chercherai pas son nom. Il fait beaucoup penser à Suzuki dans l'importance qu'il a pour son équipe junior. Puis vous l'avez vu probablement au 18, nos auditeurs, là. Mais le shot est là, la création offensive est là, le moteur s'est amélioré toute la saison. Quand je parle du moteur, c'est le rythme de jeu, à quel point il s'implique dans l'action. Parce qu'au début de la saison, c'était son problème, si on veut, le petit drapeau rouge qu'il avait, puis ça a juste été mieux. Ça implique aussi physiquement, mais il ne peut jamais s'épanouir là-dedans. Il mesure 5 et 10, je pense, 190 livres, une affaire de même. Donc, est-ce qu'il peut s'améliorer physiquement encore beaucoup? On peut se poser la question, là. Mais c'est ça, c'est pas un reach à 17. Je pense qu'il pourrait dropper plus que ça.
Est-ce qu'il pourrait changer le 41 puis un troisième pour aller en fin de première, on va aller chercher? Je suis vraiment content. Mais c'est ça. Il est bon partout sur la glace, en possession de la rondelle. Aussi, il a raffiné un peu son jeu pour le rendre un peu moins junior à mesure que la saison allait. Puis ça a juste amélioré son offensive. Donc, et puis en série, il était incroyable pour son équipe. Fait que c'est ça. C'est mon boy. Le gars que j'ai un peu haut. Mais c'est plus payant que les années passées sur un gars comme, mettons... l'année passée, c'est pas lui mon boy, là, mais l'année passée, le gars le suédois que j'avais en fin de première. Là, j'ai Oscar Asplund dans la tête, c'est pas ça. Je m'en rappelle plus. Où j'ai cherché. Je cherche mes noms à soir. Oui, exact. Il était repêché par la Caroline en genre 5e ronde, là, si je me souviens bien. Là. C'est. Je me déçois. Oscar Violette. C'est ça. Il y a une bonne saison pareil. Mais c'est ça. Est-ce que c'est mon Oscar Violette de cette année? Peut-être. Mais je pense que le monde m'ont suivi un peu au cours de la saison parce qu'il a été impressionnant au niveau de sa progression. Donc je suis juste content de voir pas le hype, là, mais juste la reconnaissance qu'il y a en ce moment autour de lui. 2 questions sur cette sous-catégorie-là, Pascal. Oui. Ivan Ryabkin, t'as piqué ma curiosité concernant l'attaquant en mentionnant que, tu sais, un peu à l'image de Brad Lambert, c'est le type de joueur que tu t'attends depuis quelques temps pour finalement qu'il déçoive. Ouais. Est-ce que, selon toi, le fait de repêcher cette année plus bas que les dernières années pourrait permettre au CH justement d'être un peu plus lousse puis aller chercher un genre de joueur comme ça au lieu de peut-être cibler quelqu'un de plus sécure parce que tu repêches haut? Je sais pas si tu me suis. Le Canadien n'a pas eu nécessairement, pas la chance, mais n'a pas eu nécessairement l'embarras du choix en repêchant en bas, outre Age qu'on visait. Là. Mm-hmm. Penses-tu justement que ce serait l'occasion cette année de viser un joueur qui déçoit peut-être, mais vu qu'on a des choix plus bas cette année, qu'on pourrait pencher vers ça? Ouais, surtout s'ils vont chercher Justin Carbonneau au 16. Ça pourrait fortement arriver, je pense, là, pas pour calmer le monde, un autre russe, mais oui, d'accord avec toi. Peut-être si ça avait été un top 23, 24, ça aurait été un oui très, très clair de ma part. 17, c'est pas que c'est haut, c'est juste qu'il a été décevant. Fait que, tu sais, le genre de joueur qu'avec le choix des Pingouins, ça pourrait. S'il glisse jusque-là, ça serait vraiment. C'est un peu comme Chanichov, là, quand il est sorti 33. 33, Chanichov, aucun sens. Ouais. Mais, tu sais, si Ryabkin est disponible au 33, puis il n'est pas pris, ni au 34, 35, 36, 37, puis il tombe jusqu'au 41, je serais vraiment étonné. Vraiment étonné, puis, tu sais, let's go, va le chercher. C'est un coup de circuit potentiel, parce que, tu sais, c'est un gars complet, du genre complet. Puis, tu sais, il est quand même rugueux, il finit ses mises en échec. C'est pas sa caractéristique, son skill principal, mais c'est vraiment un atout qu'il a. Puis il va l'utiliser des fois pour extérioriser sa frustration, mais aux dépens de quelqu'un, puis c'est une bonne affaire, je crois. Mais à mesure qu'il va prendre la maturité, c'est quelque chose qu'il va pouvoir développer. Mais est-ce que ça va faire peur aux recruteurs? Tu sais, t'as pas le meilleur recruteur russe, mais tu as un recruteur que son père est en Russie, tu as un accès direct à la Russie, puis là, il a joué en USHL, fait que tu es capable d'avoir des contacts avec le Dynamo de Moscou au début de la saison, puis l'année passée, puis toutes les autres saisons. Puis en USHL, tu es capable avec Muskegon, tu as accès à toute la moitié de la saison, tu as eu accès à lui. Fait que je pense que le Canadien est bien placé pour avoir toutes les informations possibles sur lui. Donc s'ils le prennent, c'est parce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont vu puis ce qu'ils ont entendu. S'ils le prennent pas, ben, c'est juste peut-être que ça ne donnait pas par rapport à leur liste, là. Mais s'ils le prennent, ça serait un bon indice comme quoi nos craintes n'étaient peut-être pas justifiées. Parce que je ne veux pas qu'on parle pas aux espoirs, nous autres. Hein. À leur proche, on pourrait, mais je pense qu'il... T'es qui, t'es Chris? Ah, personne. Fait que c'est ça. Je réponds. Puis il y avait une autre question. Je veux plus voir si tu es en accord avec le commentaire à Guillaume Villeneuve. Coates lui fait penser beaucoup à Owen Beck. Est-ce que tu le trouves meilleur, Coates, au même âge? Es-tu d'accord avec ta affirmation-là? Ouais, c'est une bonne comparaison quand même, parce que cette année au repêchage, là,
ce genre de profil-là, c'est-à-dire un joueur 5 et 10, 5 et 11, 6 pieds, bon dans les deux sens, bon patin, offensif, mais par la force des choses, il produit. Tu sais, t'as Coots, t'as Kindle, t'as Reshny. Là, j'ai pas évidemment, je me sorte d'en face. T'as Brady Martin, mais Brady Martin a pris le dessus sur le reste. Là. T'avais Jack Murtagh au début de la saison. T'as Tyler Hopkins. Tu sais, t'en as vraiment énormément des petits joueurs qui sont bons dans les deux sens. T'as Victor Eklund aussi, on n'a pas parlé. Puis Martin a pris le dessus, puis Coots est vraiment dans le deuxième tiers. Puis la comparaison avec Owen Beck est excellente. Plus rapide peut-être Coots, base plus son jeu sur l'intensité que sur vraiment l'intelligence. Mais je pense que ça pourrait l'aider énormément chez les pros parce que c'est un peu plus inné chez lui d'être rugueux comparativement à Beck. Beck, il développe ça en ce moment parce qu'il voit qu'il ne pourra pas jouer sur le top 6. Il n'a pas le choix de développer son côté rugueux. Plus que, mettons, comme avec les Peaks de Peterborough, là, avec Laval, mais c'est pas encore. Tu vois que c'est pas assumé à 100% parce que c'est pas tout le temps à tous les présences, à chaque fois qu'il peut. Tu vois qu'il y a encore espérance d'être un gars offensif. Je pense qu'il y a un peu plus d'offensive chez Coots. Puis il peut tout faire aussi à grande vitesse. Ça aide énormément. Mais la comparaison est top-notch parce que on l'avait tout autour de 20 là, au Winbeck, 20 à 25. Puis Coots, dans un repêchage normal, là, un peu plus fort, il serait probablement dans ces environs-là. Donc, bravo, auditeur, j'ai oublié le nom, c'est Guillaume, j'imagine. Vous s'appelez tous Guillaume. Les auditeurs s'appellent Guillaume, puis les membres du TSLH Espoir s'appellent Simon. C'est pas mal tout le temps ça. Alright. On est à la table du CH. Oui. Kent Hughes, là, il a goûté aux séries en 2025. Mm-hmm. Puis il n'est pas question d'attendre super longtemps, repêcher un joueur puis attendre 5, 6, 7 ans. On veut faire ça rapidement. Pascal, as-tu des joueurs qui pourraient jouer rapidement dans la Ligue nationale, qui auraient le profil pour aller chez les pros rapidement? Je sais que tu l'as mentionné tout à l'heure. Là, le nom du joueur m'échappe. Là, tu l'as mentionné tantôt que. Oui, il y avait lui. Il y en avait un autre, je pense, mais bref. C'est pas plus grave que ça. Oui, c'est ça, Morgan Spence. Des joueurs qu'ils pourraient jouer rapidement dans la Ligue nationale en fonction des rangs du CH présentement. Ben, c'est sûr que Carter Bear va jouer rapidement dans la Ligue nationale de hockey. Je crois vraiment que c'est un des gars qui peut jouer un peu n'importe où dans l'alignement. Fait que tu sais, si tu l'as, tu le prends, puis tu le mets dans ta poche, puis tu t'en vas en courant. Spence, c'est la même chose un peu. Brady Martin aussi. Je crois que Lyndon Lakovic, qui pourrait être disponible. Son potentiel est incroyable, ce gars-là. C'est juste que c'est un gars de 6 pieds 4 avec un patin de feu. Un tir de feu aussi. Défensivement, ça se développe. Il a perdu Braden Yeager pendant la saison, fait qu'il s'est ramassé tout seul. Il a été blessé aussi un petit bout. Quand il est intervenu, il a repris où il l'avait laissé, dans le fond. Crée beaucoup d'offensives, mais c'est juste, tu sais, les joueurs, là, les espoirs qu'il y a tout. Là. Absolument tout. Là. Il y a le tir, il y a le gabarit, il y a la conscience défensive. Tu sais, c'est pas top, mais c'est pas mauvais non plus. Il y a la possibilité de créer énormément de jeux aussi, de par sa vision de jeu, mais c'est la constance de l'effort. Puis c'est le manque de robustesse, d'utilisation de ces outils. Puis ça, ben c'est dangereux. C'est vraiment dangereux de prendre ça dans le top 10, selon moi. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il va dropper un peu plus. Mais d'aller chercher 16-17, ça serait un bon swing au bord de la clôture. Là. Parce que son potentiel est vraiment ou pas tant risqué. Puis je pense qu'il va juste s'améliorer à mesure qu'il va jouer avec des meilleurs joueurs. Fait que il va probablement jouer une saison encore dans CHL. Puis après ça, si ça va bien, puis s'il développe des meilleures habitudes au niveau de son intensité, puis l'utilisation de son corps, ben il pourrait faire le saut chez les pros assez rapidement. Donc, je me rappelle plus de sa date de fête.
Ouais, je check. Je pense que c'est un late Linden Lakovic. J'aime beaucoup Lakovic. Moi, c'est un joueur que j'ai regardé en début de Ouais, c'est un saison. late. Puis j'aime beaucoup le commentaire à Guillaume Villeneuve dans le chat YouTube. Un gars de 6 pieds 4, 200 livres qui joue avec des coquilles d'œufs comme épaulette. C'est tellement ça. Là. Ouais, c'est vraiment ça. Il a le gabarit d'un power forward, mais il joue beaucoup, beaucoup, beaucoup de finesse. Puis, tu sais, c'est plate parce que des fois, c'est dur de développer ce côté-là. T'sais, on le voit, là, ça a été dans les débats avec Juraj Slafkovský cette année. On aimerait ça qu'il joue physique, puis il y a plusieurs intervenants qui le soulignaient. À un moment donné, cet instinct du tueur-là, cet instinct de vouloir aller manger les bandes puis de sacrifier pour l'équipe, ça s'apprend pas. Ça s'apprend pas tout le temps. T'sais. Fait que faut que tu l'ailles quand même en dedans de toi là, pour justement que tu deviennes un power forward. T'sais. À l'inverse, là, Max Pacioretty, il y avait ça en dedans de lui, puis on a décidé d'en faire un franc-tireur à Montréal. Il y a toujours eu cette espèce de petit côté rugueux-là, pareil dans le junior. Puis au début, avec le Canadien, jusqu'à temps qu'il se fasse geler par Chara. Tu le vois en série à Toronto présentement, là, ce petit côté-là, il est encore là. Il est en dedans de lui. Ouais, mais je pense que tu peux pas nécessairement cracher sur ce profil-là. Tu peux, c'est un espoir, donc t'espères que tu vas être capable de le développer ou de l'entourer de joueurs qui sont comme ça. C'est comme, moi, si tu es capable d'aller chercher un Justin Carbonneau, après ça un Linden Lakovic, un Shane Vinsaghi en deuxième, puis un David Bitkowski, c'est tous des gros bonhommes quand même qui, c'est pas tout le temps assumer leur robustesse, mais que tu sais que ça peut se développer, qu'ils ont les atouts. Ben, je pense que c'est en voiture. Puis au pire, Lakovic, il a un tir élite. Il a une mobilité aussi incroyable pour sa grosseur. Fait que tu peux pas nécessairement espérer mieux que ça. Fait que moi, je swingerais. Puis en plus, c'est un. Je swingerais, ouais. Excusez-moi. Je swingerais pour la clôture avec lui. Puis c'est un late. Donc, il va pouvoir jouer l'année prochaine, rester dans le CHL. Puis l'année d'après, jouer à Laval avec le Rocket. Donc, moi, j'aime bien ça, repêcher des lates. Surtout quand tu sais qu'ils sont pas si loin que ça. Tu sais surtout qu'il a un bon frame, une bonne mobilité. Tu dis, bon, il peut probablement déjà jouer à Laval puis développer comme il faut. Moi, le monde n'aime pas ça, là, des fois, repêcher des lates. Moi, je déteste pas ça. Puis au niveau défenseur. Ouais, surtout dans le contexte que tu veux ajouter des espoirs dès maintenant. Tu n'es pas obligé d'attendre 3, 4, 5 ans. Fait que ça peut être pertinent, effectivement, comme stratégie. Niveau défenseur, il y a Logan Hensler aussi, là, qu'on connaît à cause de sa saison passée. Là, qu'on adorait, tout le monde. On voyait tout top 5 là, au repêchage, mais ça n'a pas été super bien. En tout cas, bref, à Wisconsin, ça n'a pas été top pour lui, mais c'est un défenseur droitier. Le Canadien, il manque de défenseurs droitiers, donc ça amènerait un peu de profondeur pour David Hornbacher. Puis, ben, Logan Hensler, c'est un des très bons défenseurs pour bouger la rondelle. Vraiment, vraiment, il s'est amélioré là-dessus. On dirait que dès qu'il délègue à ses coéquipiers, mais qu'il essaie de trouver une passe sécuritaire courte dans son territoire, que là, c'est un peu. C'est pas de sa faute nécessairement, là. C'est Wisconsin. Mais au cours de la saison, ça s'est quand même amélioré. Bouge extrêmement, vraiment bien la rondelle aussi le long de la ligne bleue. Fait que je pense que c'est un autre espoir que. Je pense qu'il va jouer une autre saison dans NCAA. Puis dès ce moment-là, moi je l'enlèverais de NCAA parce que Wisconsin, sauf s'il s'en va à Michigan ou un autre, là, ça pourrait très bien qu'il aille dans le portail de transfert là, après l'année prochaine ou même là, mais je pense que c'est fermé. Fait que peut-être l'année prochaine. C'est un gars que je détesterais pas qu'il soit enlevé de là pour être envoyé à Laval. Parce qu'on connaît tous Laval puis la façon qu'ils ont développé. Je pense que c'est. Ça se fait pas ailleurs. Ce qu'ils font à Laval, sérieusement, là, c'est incroyable. Donc, si j'avais deux noms à cibler, mettons à 16-17, ça serait Lakovic puis Hensler au niveau des défenseurs. Tu sais, oui, Eckerson puis tout, mais je le vois pas. C'est un gaucher, fait que je vois pas quelqu'un qui va prendre. Le portail se termine aujourd'hui, Pascal. J'ai pas menti. OK. Ouais,
Les faits, c'est important, c'est beau ça. Hmm. Mais ouais, le portail se termine aujourd'hui, puis effectivement, il a pas changé d'université, puis je me serais quand même attendu à ce qu'il change, là, honnêtement. Euh, Fait que ça sera à Ben, suivre c'est quand pour il va y l'année avoir une prochaine équipe dans le probablement Peninsula. qui va l'avoir repêché, que là, ils vont plus lui dire Check, on ne détesterait pas que tu ailles là, ils ont une meilleure équipe, un meilleur programme, je pense que ça fitterait mieux avec toi. Mais tu sais, il demeure que c'est un gars de 17-18 ans, là. Il me semble que c'est un late lui aussi, c'est un late, fait que c'est quand même bien qu'il reste là, tu sais, pour s'adapter encore plus au programme puis tout là. Fait que j'ai hâte de voir quand même sa saison, mais je pense qu'il va augmenter sa production offensive significativement. Toujours de la misère. Un peu comme toi avec Efficiency. Significativement. Écoute, dans le segment là, pour le copiage, là, j'ai essayé là, de bien prononcer en anglais, mais c'est pas toujours facile. C'est pour Ouais, ça qu'à la fin, j'ai invité le monde à aller voir les screenshots. Euh, c'est souvent une question qui sort dans les discussions. Tu sais, Guillaume en a parlé dans le chat YouTube également. Tu sais, au niveau de s'avancer au Mhm. repêchage. Tu l'as mentionné également pour aller cibler des gars comme Martin, euh, McQueen et tout ça. Mhm. Mais si je récapitule la discussion qu'on a eue dans la dernière heure, des joueurs rugueux, c'est quand même assez accessible au repêchage. Des joueurs qui peuvent jouer rapidement dans la Ligue nationale aussi. Des futurs centres numéro 2, il n'y a absolument rien de sûr à ce Ouais. rang-là. Euh, le, la probabilité de choisir Justin Carbonneau à ces rangs-là est quand même assez élevée. C'est un joueur que les partisans aimeraient bien. Ceci étant dit, Pascal, Oui. je suis Kent Hughes. J'ai fait les séries en 2025. J'ai Oui. trippé de voir le Centre Bell rempli à craquer, les bars, les restaurants, plein de monde partout, les dépenses, les bénéfices qui rentrent. Ah ouais donc. Moi, je veux refaire les séries en 2026, là. Puis en 2027, je veux les faire aussi. Puis, tu sais, je veux gagner une Coupe Stanley, moi, là. Kent Hughes. Là. Kent Hughes avec cheveux ici, là. Il veut gagner la Coupe. Moi, je veux pas repêcher des joueurs que je vais attendre pendant 3-4 ans, là. Fait Mhm. que, est-ce qu'on les échange, ces choix-là? Est-ce qu'on échange pour grimper au repêchage? Est-ce qu'on échange pour aller chercher un joueur d'impact sur le marché des transactions? Quel choix on échange? Est-ce qu'on échange les 2 premières rondes? Est-ce qu'on échange un avec les 2 deuxièmes? Qu'est-ce que tu me conseilles, toi, Pascal, directeur du recrutement du Canadien de Montréal, à moi, Kent Hughes, avec cheveux, pour le scénario actuel C'est de comme dans la notre galaxie près de podcast? chez vous, Bob avec cheveux. Euh, ben oui, l'option est là. C'est quoi que tu vas chercher pour avec tes choix? Ça serait ça ma réponse. Euh, pour aller chercher un défenseur droitier de top 4, oui, je suis all-in là-dedans. Pour aller chercher un centre numéro 2, qui est le plus gros problème en ce moment, oui. Si tu es capable d'aller chercher un choix top 5 pour aller chercher O'Brien ou ben Desnoyers cette année, vas-y. Vas-y. Sérieusement, vas-y. Si tu es capable d'aller chercher Radim Murtka, dans le top 10, 7-8, là, peut-être probablement autour de 7-8, vas-y. C'est le joueur, le défenseur que tu veux pour ce repêchage-là. Tu sais. Jackson Smith, que Sean Hutchison, j'aime bien, là, mais c'est des gauchers, c'est pas ça qu'on veut. Donc, Rodney America va jouer rapidement, je crois, dans les salles de hockey en temps de 3 ans. O'Brien, Desnoyers, probablement autour de la même. Desnoyers peut-être un peu plus vite, là, mais O'Brien, il faut encore qu'il se développe physiquement. Mais si tu as la possibilité d'échanger ton 16 avec ton 41, puis un espoir comme Mayu, ben d'autres choses, vas-y. Vas-y pour monter dans le top 5, top 6, top 7. J'ai échangé 16 puis 17 pour monter dans le top 3. Je pense pas que ça va arriver. Là. N'importe quelle équipe ferait pas ça. Là. Mais c'est ça. C'est oui. Si t'es capable d'aller chercher. Moi, je pense plus que l'option Zegras est là. S'il est encore là, ça sera pas contre un choix, je crois. Je pense pas que ça va être contre un choix. Je pense pas que le Canadien considère encore ça, même s'il y a des rumeurs au début de la saison. Mais il y a plein de noms, sûrement qu'on ne sait pas encore au niveau des centres, que c'est sûr et certain qui sont disponibles, ou bien que les Canadiens vont vouloir. J'ai bien aimé que Détroit dise
nos espoirs de haut niveau étaient disponibles pour s'améliorer à la date limite. Il n'y a personne qui voulait valser. Moi, ça m'intéresse. Moi, ah ouais? Fait que leur 12e, probablement, qui est en jeu, sans problème. Si Brady Martin est disponible là, ça serait intéressant d'aller le chercher contre le 16, puis mettons le 49. Là. Je pense pas que ça va coûter ça. Je pense que ça va coûter un 3e, mais bon. Fait que moi, toutes les possibilités sont là. La pire des possibilités, ça serait de dropper au repêchage. D'échanger ton 16 contre le 22 puis un choix de 22. Moi, ça me ferait chier, ça. Parce que c'est déjà un repêchage qui manque de profondeur. Va pas dropper. T'sais, surtout que tu as besoin de qualité. Là. Va pas dropper au pire et l'échanger contre un joueur. Fait que est-ce que Isaac Howard pourrait être un choix intéressant contre un deuxième? Je pense pas qu'il voit un premier là, avec l'attitude puis son jacket au repêchage. Puis le fait qu'il veut l'échanger. Ça, c'est des préjugés. Ben oui. Un white boy de même, c'est ça. Est-ce qu'il pourrait être disponible? Moi, je pense que oui. Mais pas contre le 16 puis le 17. Fait que toutes les options sont là, M. Hughes. Je pense que c'est M. Hughes avec cheveux, excusez. Donc, ça tout dépend de ce qu'il peut avoir en retour. Puis je pense que Hughes a toutes les cartes entre ses mains. Je pense que toutes les options sont là pour lui, je crois. Puis je pense que ça va être assez intéressant après la finale de la Coupe de voir les rumeurs. Puis s'il n'y en a pas, surtout, s'il n'y a pas de rumeurs, c'est encore mieux. Comme à New York, Dak, tout ça, c'est arrivé sans les rumeurs. Donc, on n'a pas fini d'en parler de ces deux choix-là. Puis s'il repêche, tant mieux. S'il monte, tant mieux. Moi, aucun problème avec ça. Au début de la saison, j'étais un peu plus réticent. Échanger un 8 avec un 13 pour aller plus haut, prendre des noyés. Mais là, 16-17, je suis all-in dedans. Surtout que ce repêchage-là qui manque de profondeur. On avait plus d'espérance au début de la saison que ce soit un bon repêchage. Mais il y a trop de joueurs qui ont été blessés et qui ont déçu versus les joueurs qui ont surperformé nos projections pour qu'on le qualifie de bon repêchage. Donc, c'est ça. Puis si tu es capable d'aller chercher un joueur établi, ouais, pas de trouble. 23, 24, 25 ans, pas plus vieux que ça. C'est 26, 27. Pour qui que je suis, de dire non, mettons, à un Barzell ou bien à d'autres joueurs, c'est sûr que c'est un centre numéro 2. Mais tu sais, je veux pas nécessairement de projet. Là. Je pense pas que aller échanger contre un genre de New Hook là, ou de Doc, là, que c'est une bonne idée. Je pense pas que le Canadien est rendu là. Je pense qu'ils sont rendus à un niveau de plus, d'aller un choix moins risqué, mais que tu sais exactement où il va jouer. Fait que c'est ça. Puis aller chercher. Si Brandon Nigard est disponible à Détroit, go for it, Kent. Offre hostile, Pascal? Ouais, solide. C'est disponible là, aujourd'hui, c'est sorti. Le CH a les munitions pour faire une offre hostile. Ouais, il y a tous ces pics de 2026. Là. Ouais, puis tu sais, présentement, avec ce que le Canadien a, pourrait cibler un joueur entre, mettons, 6,8 et 9,1 millions pour une offre hostile. Ouais, sans problème. Ça coûterait un choix de première, un choix de deuxième, un choix de troisième. Puis tu peux cibler un gars de 4,5 à 6,8 avec un choix de première et de troisième. Je pense que c'est un scénario qui pourrait grandement être possible. C'est pas rendu 7 millions, ça a sorti aujourd'hui? T'as-tu checké 2025 ou bien? Je les ai changés, ouais, c'est 2025. En fait, okay, là, le 7 millions, c'était l'année passée. Les chiffres de cette année ont baissé versus 2024. OK. Il y a eu une baisse de à peu près 200 à 300 000 par échelle. C'est bon. Puis, fait que ça, il y a cette option-là. Pour le repêchage 2025, ben, tu sais, moi, je m'en suis jamais caché, là, mais moi, personnellement, j'échangerais mes choix. J'échangerais peut-être un choix de première ronde avec le choix des Pingouins, exemple. Que ce soit pour monter au repêchage ou pour aller chercher un joueur d'impact. Je me questionne, est-ce que les Islanders, en ayant le premier choix, en ayant Matthew Schaefer accessible comme ça, est-ce qu'on va saisir l'occasion de réinitialiser le tout puis d'échanger un gars comme Horvat ou Barzal? Avec les choix, on pourrait peut-être aller chercher un centre comme ça. Moi, c'est le genre d'hypothèse qui me plaît quand même
pas mal. Là. Tant qu'à aller chercher des joueurs que ça va prendre 2-3 ans à développer. Puis, tu sais, quand le CH repêchait haut, il y a plusieurs intervenants qui s'amusaient à dire ouais, mais tel joueur, les joueurs au repêchage, c'est des joueurs suspects. On ne le sait pas, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Le Canadien repêchait haut à ce moment-là. Je trouve que ce discours-là, ça prête beaucoup plus cette année avec des choix de 16-17. Les joueurs sont beaucoup plus suspects à ce rang-là. Surtout cette année. Puis considérant, c'est ça, puis considérant que ton noyau, à un moment donné, il faut que tu lui donnes du jus. On l'a vu cette année, il faut que tu lui donnes des matchs significatifs. Là. Tu veux pas nécessairement reculer dans ta progression de franchise, même si je pense que les séries l'année prochaine, c'est vraiment pas gagné. Mais si tu veux te donner des chances de faire les séries l'année prochaine, puis que tu fais juste repêcher des joueurs qui vont être accessibles dans 3 ans, 4 ans, moi, personnellement, j'échangerais ces choix-là contre des joueurs actuels de la Ligue nationale. Ouais, c'est ça. L'option est là. Puis en passant, ça n'a pas monté. Ça n'a pas descendu, ça a vraiment monté. C'est 4.68 à 7.02, puis 7.02 à 9.36. Peut-être que... En tout cas, il me semble que c'était 6.8 avant ça, le threshold. Bref. Ouais, t'as raison, je l'ai mal lu. Ouais. J'ai comme lu le sous-titre à l'envers, comme quoi que le sous-titre parlait du tableau d'en haut. Ah, ok. Je vais devoir aller le changer sur le site. Parfait. Puis, oui, ben, tu sais, il y en a beaucoup qui sont venus m'en parler en privé, puis aussi qui m'ont tagué sur la Matthew Nice, qui va être disponible pour une offre hostile cet été. Donc, oui, Noah Dobson aussi qui va être disponible pour une offre hostile. Donc, avec le niveau DG, je pense qu'il va sûrement signer ou ben whatever. Donc, beaucoup d'options. Mais avec le départ de Mitch Marner puis John Tavares, probablement à Toronto, ils vont avoir la place pour signer. Tu peux pas perdre Nice, là. Un des bons en série cette année pour les Maple Leafs. Là. Mais bon, bref, c'est sûr qu'au niveau de la masse salariale, ce gars-là est assez intéressant pour une offre hostile. Là. Puis j'en avais un autre en tête, là, je l'ai oublié, c'est quoi son nom? C'est Marco Rossi, qui demeure une option aussi pour deuxième centre, pour aller soit un échange, ou bien parce qu'ils ils ont fait une offre genre de 5.5 pour 5 ans. Puis il a refusé, donc selon ce que Cam Robinson a indiqué. Je sais que c'est un gars de 5 pieds 9, mais c'est pas un gars de 5 pieds 9 qui joue comme un gars de 5 pieds 9. Fait que, moi, je trouve que ça serait quand même un bon plan B là, pour aller chercher soit offre hostile ou via transaction. Là. Je sais pas si Minnesota serait intéressé, là, mais selon Robinson, il serait intéressé à acquérir des joueurs actuels contre Rossi. Qu'est-ce que le Canadien donnerait? C'est pas mon problème, M. Hughes. C'est vous qui devez déterminer ça, M. Hughes, avec cheveux. Donc, toutes les options sont là. Ce sera pas Hughes avec cheveux qui va gérer ça. C'est ça. Fait que c'est ça qui est le fun avec la position actuelle des Canadiens, c'est-à-dire que oui, tu peux continuer la reconstruction en repêchant ou en montant au repêchage, parce que le Canadien n'est pas encore assuré de faire les séries, ou n'est pas encore à 100% sûr que ça va se passer l'année prochaine. Mais il n'est pas en situation qu'il faut qu'il liquide des effectifs non plus, à cause justement de la fin de saison, puis que le leadership qu'a fait preuve cette équipe-là. Donc, tous les scénarios, que tu réussisses à l'acquérir ce que tu veux ou que tu réussisses pas, ben, il n'y a pas de mauvaise situation. Fait que c'est ce qui est bien dans la position. Dans 2 ans, peut-être, s'il y a un statu quo l'été, il n'y a personne qui est ajouté, qu'on fait juste repêcher 22, ce serait peut-être pas l'idéal dans le cas du Canadien de Montréal, mais en ce moment, tout ce qui peut arriver, c'est pas négatif nécessairement, sauf s'ils prennent des mauvaises décisions, ce qui peut arriver à n'importe qui, et ce qui est déjà arrivé pour cette organisation-là dans les dernières années. Mais c'est ça, c'est quand même assez encourageant, puis j'ai hâte au camp prochain de voir tous les jeunes qui vont vouloir batailler pour un poste. Les jeunes qui vont probablement être échangés aussi. Donc, alléluia! Alright, Pascal, un gros merci pour ton expertise pour les cibles potentielles du CH. On va espérer ne pas être trop déçus le soir du repêchage.
du Canadien. Moi, je m'attends à du chaos quand même, comme la loterie. Là. La soirée de la loterie a mis les attentes quand même assez élevées à cet égard. Fait Il y a plusieurs équipes qui ont plus espérer... qu'un choix. Ça aide tout le temps le chaos. Oui, puis j'ai l'impression justement que, comme avec les Islanders qui s'en viennent premiers, avec Utah qui s'en viennent quatrième, là, on commençait peut-être à observer certains joueurs en se disant on va repêcher à la fin du top 10, milieu, première ronde, puis là, boum, on se retrouve quatrième. Là, ça te change une stratégie de repêchage assez rapidement. Exact. C'est vraiment intéressant. Puis de voir autant d'équipes aussi. Les équipes qui ont été en bataille avec les Canadiens de Montréal pour faire les séries, ça va être encore la même affaire l'année prochaine, probablement. Donc, Détroit, Columbus, le Canadien, les Islanders, ils se voient probablement plus haut que ça aussi. Philadelphie, qui se voit probablement aussi plus haut que ça. Ils vont tous espérer retourner dans cette bataille-là. Donc, ils risquent de bouger. Fait il y a beaucoup de choix qui vont être disponibles, je crois, puis de jeunes aussi. Donc, c'est le temps de dépenser ou bien d'appeler. Donc, je pense que pour un DG, ça va être vraiment un été le fun. Alright, donc un gros merci encore à ceux qui sont au rendez-vous sur le TSLH podcast. On a beaucoup de contenu repêchage qui s'en vient dans les prochains épisodes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre Patreon, forfait à partir de 2$ par mois. On va avoir le guide qui va sortir, le guide Deluxe qui va sortir sur Patreon exclusivement. Le guide régulier va être accessible gratuitement à tout le monde sur le site. Donc, suivez-nous pour ne pas manquer cette diffusion-là du guide. Du contenu original créé à 100% par le TSLH Espoir, donc qui ne provient pas des autres entités que l'on connaît sur le marché du scouting amateur. Pour ceux qui ne comprennent plus ou moins la référence, sur YouTube, vous allez la comprendre dans quelques minutes. Pour ceux qui étaient là avec nous au début de l'épisode, parce que là, avec le montage, on va interchanger. Merci d'avoir écouté la montée de lait, la confession, entre guillemets, le confessionnal du TSLH podcast. Donc voilà, un gros merci, puis on se revoit dans un prochain épisode du TSLH podcast. Salut tout le monde. Pascal, oui. Bonne journée sur le site. Oui, quand même, hein? Désolé. Ça a été... c'est ça. Autant qu'on pourrait penser qu'on a un malin plaisir à faire ça, c'est pas le cas du tout. Mais pas du tout. Ça a été une journée bien plate, honnêtement. Pour ceux qui ont probablement pas été au fait de ce qui s'est passé avec le site, ce matin, on a été mis au fait. En fait, on a découvert que nos textes, certains de nos textes de profil de repêchage avaient été copiés. Des paragraphes en intégralité qui se retrouvaient sur le site The Hockey Writers. Donc, c'était clairement un épisode de plagiat. Vous comprendrez que je fais attention pour pas l'échapper en ondes. J'étais réellement hors de moi. Là. Pour vrai, c'est même pas subtil. Là. C'est même pas de se cacher derrière une modification de phrase, là, honnêtement. Là. Je vais vous donner un exemple pour ceux qui regardent en vidéo. Vous voyez un texte de Caleb Desnoyers qui a été publié, si ma mémoire est bonne, là, j'ai les dates au niveau des textes, mais je pense que c'était en juillet 2024. Ouais, c'est ça, juillet ou septembre. Là. Juillet ou septembre, puis on peut constater un texte de The Hockey Writers, puis je vais nommer le rédacteur là, parce que honnêtement, là, The Hockey Writers a une responsabilité certaine envers ses rédacteurs. Moi, j'aurais un rédacteur qui ferait ça, puis il y aurait des corrections immédiates. Là. Mais tu sais, Stefano Rubino, là, il a fait 10 profils de repêchage 2025 à la date. On en a constaté 5 que c'était du plagiat envers nous. Il y a un autre organe de scouting qui s'est aperçu qu'il avait été copié dans un profil de Radim Murtka.
Fait que, tu sais, à un moment donné, là, quand tu as quasiment 50% de ton contenu qui provient des autres et que c'est pas cité ni rien, que c'est repris mot par mot, euh, c'est un problème de rédacteur là, rendu là, honnêtement. Là. On peut lire là ici dans le texte The Hockey Writers. He supports his teammates as they quickly clear the zone and transition the play toward the offensive attack. His decision making with the puck is strong, minimizing turnovers and maximizing team efficiency. Efficiency. Il est dur à dire ce mot-là. Ouais, le texte de tout sur le hockey. His decision making with the puck is strong. Je pense que c'est une erreur de frappe. Non, c'est sound. Sound, c'est sound, comme stable. okay. Ouais, c'est ça. OK. Optimally minimizing turnovers for his team is the player you want on the ice. C'est la phrase en haut. He plays in center position exceptionally well, supporting his teammates to quickly clear the zone and transition the play efficiently towards the attack. L'exemple le plus flagrant, là, c'était le texte de William Moore, là, honnêtement. Là, ça, c'était du mot pour mot. Là. Parce que changer 2-3 adjectifs, mettre le complément de phrase en début de phrase au lieu d'en fin de phrase ou vice-versa, c'est pas genre modifier un peu le contenu pour te l'approprier ou whatever, te mettre ta couleur. C'est vraiment du plagiat, tu sais. Ce qu'il a fait, c'est vraiment prendre le compte. C'est probablement en fait qu'il demande à ChatGPT ou à un autre AI de dire ben, fais-moi un profil. Peu importe la source. L'AI il fait un profil en prenant des sources un peu partout, sans modifier le contenu. Puis ben ça il fait ça fait du plagiat flagrant. Des bouts de prix un peu partout. Fait que ça pop un peu partout. Si on fouille plus, c'est ça. Dans le texte de William Moore, un paragraphe commence par « His playing style is relatively straightforward ». Dans le texte à Pascal, « On the ice, his style is fairly straightforward ». C'est ça. Deuxième paragraphe. C'est ça. He's a center capable of creating plays and delivering highlights regularly. Paragraphe de The Hockey Writers. While he's a center capable of creating plays and regularly delivering highlights, finesse is not his priority. Puis la finesse, tu l'as marqué aussi, but finesse is not necessarily his priority. Fait que les phrases, là, c'est mot pour mot avec un adjectif de plus, mettons. C'est ça. Tu sais, il y a plusieurs choses là-dedans, là, puis tu sais, ceux qui sont intéressés à voir les screenshots et tout sont sur notre compte Twitter, là, sont accessibles et tout. Là. Tu sais, il y a plusieurs choses là-dedans. Là. Premièrement, regarder des espoirs, il y a des bonnes chances que des observateurs regardent et remarquent les mêmes choses. Ça, c'est à 100% d'accord. Qu'un observateur dise tel joueur, il est soft, tel joueur, il est bon en transition, je pense qu'on serait 10 observateurs autour d'une table, on serait probablement 9 sur 10 à voir la même chose. Fait que, tu sais, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que clairement, comme tu dis, il y a beaucoup du contenu de ce rédacteur-là qui est fait par l'intelligence artificielle. Même sur le site The Hockey Writers, je m'excuse, mais quand tu écris Top 5 Hopefuls, puis tu traduis sur Internet, sur Google Traduction, espoir, c'est hopeful. Il n'y a pas un site de hockey dans la vie, puis encore moins un site anglophone qui n'utilise pas le mot prospect. Calvaire, voyons donc. Fait que c'est clair qu'il y a de l'intelligence artificielle là-dedans. Et la deuxième question que je me suis fait beaucoup poser aujourd'hui, c'est ben, est-ce que c'est du plagiat quand ça provient, mettons, de ChatGPT? Ben, je m'excuse encore, mais quand tu es un rédacteur d'un site web que dans ta bio, c'est écrit 100% Real Human Journalism, donc des vrais humains journalistes à 100% sur le site, et que tu as un rédacteur qui fait ça, tu as une responsabilité de ne pas voler la propriété intellectuelle des autres.
dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, pour avoir consulté aujourd'hui plusieurs sites web juridiques, il y a des avis juridiques qui mentionnent au niveau de l'intelligence artificielle que tu peux prendre des choses d'intelligence artificielle, mais du moment que il y a une notion qu'il y a quelqu'un derrière le contenu que tu reçois de l'intelligence artificielle qui a fait un effort de travail pour créer quelque chose, à ce moment-là, ça devient du plagiat. William Moore, Caleb Desnoyers, Radim Murtka et Yegor Sourin, 4 profils qu'on a trouvés que The Hockey Writers nous ont copiés. C'est des textes que tu as faits. C'est des textes, je pense, Sourin, c'est toi qui l'avais fait aussi. Oui, c'est moi qui l'avais fait. C'est mon profil qui a plus fonctionné l'année passée. C'est ça. Mais c'est 4 textes qui ont été créés partout sur le hockey. On traduit nos textes depuis peu. J'ai l'impression que si on avait traduit tous nos textes de 2024, ben, on n'aurait eu que des profils de ce gars-là volés par nous autres, volés par Dobber Prospect, volés de Dobber Prospect, pas que Dobber Prospect. Dobber les produits du contenu aussi. Le terme, non, c'est ça. Parce que, dans le fond, il y a pour une histoire courte sur Twitter, il y a un scout de Dobber Prospect qui s'est manifesté sur un profil de Radim Murtka qui s'était fait voler par ce même rédacteur-là, Stefano Rubino. Je vais m'en rappeler en esti de ce nom-là, je vais vous le dire, là, parce que j'ai pas passé une belle journée à cause de Stefano. Puis la sauce spaghetti qu'ils vendent à l'épicerie, la Stefano, je pense pas l'acheter, je te le dis tout de suite. T'écoutes pas Masterchef Junior en ce moment? Non. Avec Stefano, donc. Okay. Fait que, bref, c'est un peu ça. Pourquoi qu'on en parle en intro? Pourquoi qu'on prend du temps? Parce que, premièrement, là, ben, ça me fait du bien d'en parler, là. Parce que ça me fait chier toute la journée. J'en ai parlé avec les gars, j'en ai parlé avec ma conjointe en arrivant. Le nombre d'efforts qu'on met dans tout ce travail-là pour se le faire voler par, et là je sors des chiffres, un site web qui a 330 000 visites mensuelles sur les moteurs de recherche seulement. Ça compte pas Facebook ni Twitter. 330 000, c'est 300 000 de plus que nous autres. OK? 300 000 de plus que nous autres. Ils ont 29 700 abonnés sur Twitter. C'est 23 000 de plus que nous autres. Ils ont 46 000 abonnés sur Facebook. Bon, là, on les bat, là. Brag. 5 900 abonnés sur YouTube. On en a 2003. Puis ça vole du contenu d'un petit site francophone qui essaye de faire sa place de façon rigoureuse. Moi, ça m'a dégueulé aujourd'hui. Là. Pour vrai, là, ça m'a vraiment dégueulé. Ouais, Simon Servant aussi. Simon Servant est un de nos collaborateurs au TSLH Espoir et un journaliste de la presse canadienne. Quand j'ai exposé ça hier soir, quand j'ai trouvé ça. Et qu'il est là. Il arbitre du hockey. Il était pas très content. Simon, il n'a pas un tempérament bouillant du tout. Non, du tout. En tout cas, je le sentais d'ici, de mon Saguenay. Là. Lui, je pense qu'il reste en tout cas, aux alentours de Montréal. Là. Je le sentais d'ici, son agressivité. Là. Ça a été une fin de soirée assez spéciale. Le matin, quand je me suis levé, j'ai vu justement ton tweet là, sur Twitter là, concernant la situation. Puis c'était fait correctement. Oui, t'aurais pu faire ça en DM, puis aller voir, blabla, comme on fait fois qu'on a déjà vu. Je suis pas d'accord, par exemple. Mais c'est trop flagrant. Puis c'est un writer. Je pense pas que c'est généralisé. Peut-être qu'il y en a d'autres, des petits moments, là. Mais lui, c'est flagrant. Puis tu sais, je comprends le point que ça aurait pu être fait en DM, sauf que à un moment donné, tu voles du contenu, puis à voir comment la réaction de The Hockey Writers, ça s'est produit, là, ben, je suis bien content d'avoir exposé ça sur les réseaux sociaux, parce que on est un blog, le conseil de presse et le CRTC n'ont aucun pouvoir sur nous autres, dans le sens que je peux pas me retourner vers eux et dire hey, je me suis fait voler de la propriété intellectuelle. Faut que moi-même je pige dans mes poches ou dans les poches du site pour aller me chercher un avocat puis faire des mises en demeure pis ci pis ça. Fait que tout ce qui nous reste là, c'est l'image. Fait qu'à un moment donné, oui, il y en a qui vont dire ah, t'as fait ça pour ternir l'image de The Hockey Writers. Ça vole du contenu, ça se cache même pas pour le faire, ça modifie rien. Ça réclame des milliers de dollars
sur du contenu qu'ils n'ont même pas fait, qu'ils ont volé. C'est comme si je m'en vais chez vous, là, puis je te vole de quoi dans ton frigo, puis je m'en vais, puis c'est correct. Ouais, il avait faim. Il avait faim. C'est correct. Il vient me voler. À un moment donné, là, ça va être correct. Là. D'y aller en privé. Puis la réponse de The Hockey Writers, ça a été quoi? On a pris des mesures et on a corrigé ça immédiatement. Le texte, il a été supprimé de William Moore parce que c'est le premier screenshot que j'ai mis. Caleb Desnoyers, Radim Murtka, puis Yegor Sourin sont encore là sur le site, sont encore actifs. Le rédacteur, il n'a jamais fait un tweet pour s'excuser. Il ne s'est même pas présenté dans le thread. Je l'ai tagué plusieurs fois. Il n'est jamais venu. La seule affaire qu'il a trouvé à faire, c'est nous bloquer, tout sur le hockey, et 2, rendre ses posts privés. J'espère que c'est pas parce que nos auditeurs sont allés donner de la merde et le menacer. Là. J'aimerais ça qu'on reste civilisé dans tout ça. Là. Moi-même, je me suis retenu toute la journée pour être civilisé. Ça a été difficile, mais bon, j'ai comme pas le choix. Là. Mais, les enfants avaient besoin d'être traites. Ouais, mais tu sais, c'est parce que là, c'est ça. Là, on copie. Ils s'en rendront pas compte. Ça, c'est des petits Frenchies. Et ils s'en rendront pas compte. Là, on s'en rend compte. Puis, on va balayer ça en dessous du tapis. Là, puis, ça va passer. Ça va. Non, de la merde. Moi, là, ça me fait chier tout l'effort qu'on met là-dedans, tout le temps qu'on met, tous les sacrifices qu'on met. On s'est déjà fait dire sur le podcast, mais tu sais, vous chialez, tu sais, sur le monde, ils regardent pas les games, faites la police des visionnements, puis arrêtez de regarder, de critiquer les autres, puis on veut juste écouter votre contenu, puis ça. Oui, ça, je le comprends. Des fois, on a été trop intense là-dessus, mais tu sais, je vais reprendre les mots que Simon Servant nous a dit. On reçoit peut-être 1000 messages dans une saison. Puis là, c'est un chiffron. Là. On ne reçoit pas 1000 messages de remerciements. Là. Mais on reçoit beaucoup de bons commentaires. C'est 99% des bons commentaires qu'on reçoit, puis on les apprécie tout le temps. Mais à chaque fois qu'on monte aux grands chevaux comme ça, c'est que vous comprenez comment il y a de l'effort en arrière de ça. Puis justement, c'est pour éviter d'en venir à ça. On a souvent pointé des fraudes, puis du monde qui s'approprie le contenu et tout ça, puis ça fâche, puis ça fâche. Là, on a un exemple flagrant là, que ça se fait. Là. Ça se fait, puis c'est pas juste du hockey writer. Là, ça se fait dans le milieu du scouting. Il y a de l'ego là-dedans. Fait que là, ça a été l'occasion de le présenter au grand jour. Puis on le fait pas de gaieté de cœur. Moi, j'ai pas passé une belle journée aujourd'hui. Non. Et je veux dire, j'ai eu à gérer ça toute la journée. Là. Puis je le savais que j'avais à le gérer parce que c'est moi qui l'ai écrit le tweet. Je suis bien à l'aise avec ça. Je le referais demain matin si c'était le cas. Mais c'est pas le fun pareil. T'sais. Non, c'est aucunement le fun. J'ai eu un fuck à mon micro. Je sais pas si tu m'entends. Oui, ça va bien. Oui. Oui, parfait. Non, je savais aussi, quand j'ai découvert ça, que t'allais pas passer une bonne journée aujourd'hui. Puis j'ai décidé de te le montrer pareil, parce que Christy, c'est la propriété intellectuelle du site. Là. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai aimé aussi de ta publication publique, c'est le support aussi. Le support de nos lecteurs. Je voulais conclure avec ça, tu fais bien de l'amener. De nos abonnés, puis aussi de journalistes et de personnes du milieu médiatique qui ont... qui ont partagé et tout, là, qui sont d'accord avec notre outrage. Puis, ça a été le fun d'avoir ce support-là, du monde sur Twitter puis sur les abonnés et tout. Là. Donc, merci à tout le monde pour ça. On est vraiment, vraiment content. Puis, je suis quand même content aussi que c'est demeuré quand même civilisé. Peut-être qu'il y a eu des messages en privé qui se sont dit, là, ça, on peut pas contrôler ça. Là. Mais sur la plateforme, des fois, il peut arriver des débordements, mais je trouve que ça a été quand même très, très, très civilisé, à part dire shame on you, mais vous devriez faire quelque chose de hockey writer. C'est demeuré très, très... juste pour exposer, non pas pour vraiment backlasher le gars. Là. Fait que je suis bien content. Exact. Donc, on remercie les gens qui ont partagé parce que, tu sais, on le dit souvent, hein, un partage, un like, ça aide grandement les créateurs de contenu. Aujourd'hui, ces likes-là, ces partages-là ont fait en sorte qu'il y a des organes de scouting qui ont sorti publiquement pour critiquer le fait que le contenu de scouting se fait copier. J'ai en tête Jérôme Berbé d'Hockey Prospect qui
qui a fait un post justement comme quoi que, ben oui, ça arrive, réveillez-vous, tu sais, ça arrive. Là. Puis là, on a un exemple flagrant. Là. Puis il y a un gars de Rec Scouting qui a partagé le post en disant c'est pas la première fois, puis c'est arrivé à tel gars, puis le gars s'est dit oui, moi ça m'est déjà arrivé, puis il y a même du monde qui ont commenté ouais, mais des hockey writers sur HF Boards sont réputés pour copier le monde, tu sais. Fait que ça a servi à quelque chose, tu sais, Puis tu sais, je l'ai pas fait pour ça, je l'ai pas fait pour aller chercher des likes, je l'ai pas fait pour aller chercher du reach, je l'ai certainement pas fait pour aller chercher de l'argent, honnêtement. Mais je cacherai pas qu'il y a quand même il y a quand même des mesures qui peuvent être prises dans ces cas-là. Parce que c'est un vol de propriété intellectuelle. C'est complètement similaire à quelqu'un qui met son char dans son garage un soir puis qui se réveille le lendemain puis il n'y a plus de char dans le garage. C'est carrément ça. Tu bâtis ta maison, toi, là, mettons, là, puis il y a quelqu'un qui arrive puis qui décide de te péter une fenêtre ou qui décide de voler tes matériaux pendant que tu construis ta maison, ça va-tu te faire chier? Ben, c'est un peu comme ça qu'on le voit présentement. On s'est fait carrément voler. C'est ça. On s'est fait carrément voler du stock. Puis c'est pas vrai que parce que c'est par ChatGPT puis que c'est pas du vol. C'est du vol. Il l'a fait avec pleine conscience. Puis ça passe pas. Je me suis fait voler ma bouteille d'eau que je mets dans ma machine à eau tout de suite. Là, en arrière là. Puis ça me fait chier. Fait qu'imagine-toi un texte. Exact. C'est pas fin, ça.